Coopération économique et politique, aide humanitaire, mais aussi diplomatique et ingérence. En pleine consultation présidentielle, je reçois Nicolas Simard, ambassadeur du Canada en République démocratique du Congo. Face à face spécial, ce mardi 10 novembre, après la grande édition du journal de 19h. Aide internationale et humanitaire, soutien sécuritaire, échanges commerciaux et appui à la MONUSCO. Le Canada en RDC, c'est 387 millions en 2018, 100 millions de moins l'année qui suit. Ça, on parle investissement, mais c'est surtout un doing business qui pose problème. Je vous paraphrase le site de l'ambassade du Canada en République démocratique du Congo. Le Canada, c'est aussi la diplomatie qu'on peut qualifier d'agissante, celle de M. Nicolas Simard, son ambassadeur. Vous êtes notre invité. Bonjour, monsieur l'ambassadeur. Bonjour à vous. L'ambassadeur en fin de mandat. Oui, tout à fait. Depuis 3 ans à RDC, et déjà c'est presque la fin. Après 3 ans de mandat, 2 ans en fait, c'est un mandat de 2 ans renouvelable, une 3e année. Donc, j'ai terminé mon renouvelable. Donc, je vais quitter la RDC définitivement dans les prochaines semaines. Ah, c'est 2 ans plus renouvelable une fois, mais de moitié. Une seule fois d'une année renouvelable. Donc, le total maximum, c'est 3 ans. Donc, j'ai fait mes 3 années. Et maintenant, je suis bientôt prêt à partir. Avant de vous laisser partir, on va juste vous demander si ça vous a plu. Absolument. Donc, c'était 3 années exceptionnelles. Évidemment, la RDC a traversé de nombreuses crises, de nombreux moments difficiles. Mais en tant qu'ambassadeur, ça a été une expérience extrêmement enrichissante. Et j'ai adoré travailler et rencontrer les Congolaises et les Congolais. Et j'en garde un souvenir formidable. Vous avez vécu l'alternance ? Absolument. La période chaude de l'alternance et des élections. Tout à fait. Je suis arrivé en septembre 2017. Donc, on était en plein glissement préélectoraux. Et puis, finalement, les élections ont eu lieu en décembre 2018 et on a accompagné cette alternance pacifique du pouvoir. Et donc, c'était vraiment une expérience unique. Et j'en garde le meilleur souvenir. Alors, comparaison n'est pas raison. Aux États-Unis, voisins du Canada aujourd'hui, ils sont en période électorale. Le gagnant est connu. En tout cas, les médias ont déjà donné son nom. Le sortant dit non, n'accepte toujours pas. Et si vous aviez à comparer cette élection présente à la nôtre, qui a eu aussi ses hauts et ses bas, que diriez-vous ? Bon, notre premier ministre s'est prononcé il a ses félicitations au président élu, Joe Biden, et à la vice-présidente élue. Et donc, je pense qu'il y a beaucoup de leaders internationaux, y compris le président Tshisekedi aussi, ont félicité les nouveaux élus. Je pense que ce qu'on peut retenir de la situation chez nos voisins américains, c'est la solidité des institutions démocratiques qui a permis donc que la voix des Américains soit entendue. Plus solide que nous, en effet. Le Premier ministre canadien a réagi plus vite pour Biden que pour Tshisekedi. C'est possible. Je n'ai pas comparé les deux. Je faudrait que j'aille voir un peu la vitesse de réaction. Mais ici, en RDC, on a pris acte très rapidement des résultats des élections de 2018. Parlons coopération entre nos deux pays. Vous parlez principalement d'aide internationale et humanitaire. Les chiffres sont ce qu'ils sont. Oui. Est-ce qu'on peut aider un pays de la sorte ? Bon, l'aide internationale du Canada ici est importante. Le Congo reçoit en 2018-2019 135 millions de dollars canadiens. Et c'est le 6e récipiendaire d'aide internationale du Canada dans le monde. Et au niveau de l'aide humanitaire, c'est le 4e récipiendaire. Donc, c'est une aide qui est très importante de la part du Canada. Et on est convaincu qu'à travers ces projets, on peut avancer, on peut apporter des résultats sur les questions sociales, les questions économiques, sur les questions démocratiques aussi en RDC. Donc, tous ces projets ont des résultats. Ce qu'il faut améliorer, c'est le cadre général. Et ça, c'est ce qui fait partie du dialogue politique que nous avons avec les autorités congolaises. Je dirais que c'est un dialogue, d'ailleurs, qui est excellent. Je reviens à ma question. Est-ce qu'on peut aider un pays ? Est-ce qu'il s'agit d'une aide pour problèmes ponctuels ou c'est une aide, puisqu'on parle beaucoup de coopération au développement, pour le développement de ce pays ?
Il y a les deux, en fait. Il y a l'aide humanitaire qui répond à des situations d'urgence. Si des gens sont en train de mourir de faim parce qu'il y a une situation alimentaire qui s'est détériorée, notamment à cause de la COVID-19, il faut venir répondre aux besoins urgents de la population à travers l'aide humanitaire. Mais il faut aussi avoir des programmes qui sont plus structurants, qui sont plus sur le long terme, où on accompagne la transformation du pays. Et là, par exemple, dans le domaine de l'égalité des genres, pour nous, si je regarde les 3 années que j'ai passées ici en RDC, ça a été une cause sur laquelle on était très engagés, la cause de l'égalité des genres, le rôle économique des femmes, la place dans le domaine politique, le leadership des femmes, la lutte pour l'égalité, pour la fin des violences sexuelles et basées sur le genre, par exemple. Donc, ce sont des enjeux qui permettent une transformation sociétale, mais qui est en phase avec les aspirations aussi des Congolaises et des Congolais pour le développement de leur pays. Parce que quand on parle de l'appui aux femmes, ce n'est pas que pour les femmes, c'est à travers les femmes, il y a un développement économique beaucoup plus solide du pays. Et de la communauté. Vous dites aide internationale et humanitaire évaluée à 135 millions de dollars. Si on doit diviser les deux, l'aide humanitaire, elle a quel volume? L'aide humanitaire, en général, tourne entre 35 et 40 millions de dollars. 100 millions pour le développement. Pour le développement. Soutien sécuritaire, je ne parle pas de la MONUSCO. De quel ordre est-il? Écoutez, je pense que déjà au niveau du rôle diplomatique du Canada, on engage une discussion avec tous les partenaires de la RDC, avec les acteurs politiques, pour faire en sorte qu'ils évoluent dans un environnement qui favorise la sécurité. Et donc, par exemple, tout récemment, je me suis déplacé à Bukavu, j'ai rencontré le docteur Mukwege à l'hôpital Panzi, et on a beaucoup parlé de lutte contre l'impunité. Et j'en ai aussi parlé avec le gouverneur du Nord Kivu quand je l'ai rencontré à Goma. Et on sent qu'il y a actuellement une volonté de bouger sur justement cette question de la lutte contre l'impunité, de faire en sorte que les seigneurs de guerre qui sont toujours actifs puissent finalement être arrêtés, être jugés, être condamnés et purgent leur peine en prison également. Parce que souvent on a vu des cas où des gens sont condamnés, mais ils sortent ensuite de prison, ils sont libérés par des forces qui leur sont loyales, où ils disparaissent dans des hôpitaux, puis après ils ressurgissent dans la nature. Donc c'est important, je pense, cette question de la lutte contre l'impunité, et le Canada a été très actif sur cette question au cours de mon mandat. Et je dirais aussi au niveau de l'appui pour les sanctions multilatérales. Le Canada est un multilatéraliste. On croit beaucoup aux sanctions qui sont portées par les Nations Unies, qui ont été renouvelées tout récemment en 2020. Vous parlez de soutien sécuritaire au gouvernement de la République, aux autorités de la République démocratique du Congo. Mais est-ce que tous ces déplacements, toutes ces actions sont faites, on va dire, en coordination, en symbiose avec Kinshasa? Oui, absolument. On a des échanges fréquents avec le président Tshisekedi, avec le premier ministre, avec les autorités pour parler de nos projets. Donc, comme je l'ai dit, notre relation bilatérale s'est améliorée de manière phénoménale depuis les dernières élections jusqu'à aujourd'hui. On a des relations beaucoup plus proches, beaucoup plus amicales actuellement que ce que j'ai connu quand je suis arrivé en septembre 2017. Et justement, dans le cadre de ce dialogue, de cette relation d'amitié, on est très transparent sur notre accompagnement, on est en appui aux autorités congolaises. Et d'ailleurs, tout récemment, à Kinshasa, j'ai accompagné les FARDC avec une formation de la Fondation Roméo Dallaire, qui porte le nom de l'ancien général canadien Roméo Dallaire, qui a été tué pour la formation des FARDC, des officiers, dans la lutte contre l'utilisation des enfants soldats. Donc ça, c'est un exemple concret, si vous voulez, d'un accompagnement canadien en appui à la professionnalisation, à la transformation des FARDC en RDC. 340 millions de dollars canadiens à la MONUSCO chaque année, c'est une belle somme, dis donc. Oui, écoutez, la MONUSCO, c'est un acteur incontournable pour la stabilisation de la RDC. C'est plus que ce que vous donnez à l'État elle-même? Oui, c'est au niveau des contributions des Nations Unies, donc c'est un budget qui est assez significatif. Et ça permet de déployer des militaires qui sont sur le terrain pour prévenir et répondre à des situations d'urgence. On a, par exemple, 8 officiers canadiens
qui sont responsables qui sont actifs dans la planification militaire et dans la liaison. Ils sont très appréciés, ils ont joué un rôle très important au sein de la MONUSCO. D'ailleurs, je les ai rencontrés récemment à Goma. Mais ça fait quand même 340 millions qui correspond presque au triple, au moins au double de ce que vous donnez directement à la République démocratique du Congo. Donc, il est plus important d'agir via la MONUSCO que directement sur les populations avec tous les programmes intéressants et directement profitables à la population. En fait, l'aide à la MONUSCO profite directement à la population parce que sans stabilité, on ne peut pas faire de développement. Donc l'aide qu'on octroie à la RDC, elle est aussi financée par le biais d'institutions multilatérales. On travaille énormément avec les Nations Unies, que ce soit UNFPA, les agences des Nations Unies, l'UNICEF, pour livrer des programmes sur le terrain. Et donc, si vous voulez, c'est la combinaison de toute cette aide qui fait en sorte qu'à la fois on travaille sur le plan de la sécurité, de la paix et de la stabilité, et aussi sur les questions d'aide pour le développement social du pays. La MONUSCO qui prépare son plan de retrait, votre enveloppe va donc aller normalement à Saint-Menuisan. Est-ce que ce que vous allez retirer de la MONUSCO, vous allez le replacer pour la même cause en RDC ? Probablement, je ne peux pas préjuger de la manière dont ces fonds seront alloués, mais c'est des financements qui vont aux missions de maintien de la paix des Nations Unies. Donc, il y aura certainement des financements qui vont aller pour d'autres missions de maintien de la paix ailleurs dans le monde. Les 340 millions, c'est du fait de la mission de la paix et non pas forcément de la République démocratique du Congo. Il faudrait que je vérifie exactement la source de ce financement pour vérifier effectivement si c'est octroyé uniquement à la MONUSCO de manière plus générale. Mais en tout cas, on est un acteur très impliqué dans les missions de maintien de la paix dans le monde. Et d'ailleurs, en 2017, on a organisé à Vancouver une conférence sur le maintien de la paix avec les ministres de la Défense. Et ça a donné lieu au principe de Vancouver, justement pour la lutte contre l'utilisation des enfants soldats, dont je parlais tout à l'heure, et aussi pour rehausser l'engagement des femmes dans les missions de maintien de la paix. Le Canada en RDC, c'est 387 millions de dollars en 2018, 218 en 2019. Ça va en s'amenuisant, mais vous vous plaignez d'un doing business qui pose problème. En 3 ans, qu'est-ce que vous avez fait pour que ça aille mieux ? Au moins pour les entreprises canadiennes, pour les investissements canadiens. Oui, en fait, au niveau, il y a des belles concertations avec le gouvernement et avec les ambassades de plusieurs pays d'optique commune proches du Canada, justement pour que le gouvernement adopte des mesures pour améliorer l'environnement des affaires. Donc, on a eu plusieurs rencontres avec le président, avec le gouvernement, pour parler des mesures fondamentales pour améliorer le climat des affaires, dont la lutte contre la corruption, dont nous avions parlé beaucoup la dernière fois. Ce sont des aspects fondamentaux pour rassurer les investisseurs. Si les investisseurs pensent qu'ils sont dans un environnement où il y a toujours beaucoup de corruption, ça devient très, très compliqué pour eux de pouvoir intervenir. Mais concrètement, quand je suis allé à Toronto récemment, juste avant la crise de la COVID-19, quand je suis allé à Toronto pour PDAC, qui est le plus grand forum mondial dans le secteur minier, qui regroupe 25 000 participants à chaque année. Où il y avait beaucoup de Congolais. J'ai rencontré des hommes d'affaires, des chefs d'entreprise, et qui sont notamment dans le secteur de l'énergie renouvelable. Et depuis, il y a eu une entente qui a été signée entre une société canadienne qui est basée à Toronto, dans le domaine de l'énergie renouvelable, de l'énergie solaire, pour la production de 1000 mégawatts d'électricité en RDC, une entente qui a été signée avec la SNEL dans les dernières semaines. Donc, c'est un exemple concret, si vous voulez, de ce changement de perception de la part des investisseurs. Et je suis confiant que si le changement continue à progresser en RDC, si ces mesures dont nous avions parlé avec le président sur l'amélioration du climat des affaires se poursuit, eh bien, je suis convaincu qu'il y aura davantage d'investissements canadiens dans les prochaines années. Y compris dans le secteur de la santé. Santé, dans le domaine de l'énergie, dans le domaine de technologie propre. Il y a plein dans l'agro-industrie, dans le transport. Il y a plein de secteurs dans lesquels on peut intervenir davantage. Mais il faut que pour cela, doing business aille en s'améliorant. Je reviens à ma question précédente. Qu'est-ce que vous faites pour ça ? Qu'est-ce qu'un ambassadeur en République démocratique du Congo, pour attirer ses investisseurs congolais, les investisseurs de son pays, fait auprès des autorités nationales pour que ça aille mieux?
Bon, ben déjà, je pense qu'on voit depuis 2019, janvier 2019, un changement politique. Et on a été très actifs avec plusieurs partenaires pour accompagner le changement. Et c'est à travers ce changement politique, à travers la lutte contre la corruption, l'amélioration du climat pour lequel nous plaidons, qu'il y aura effectivement un intérêt pour les investisseurs à venir. Donc, si vous voulez, c'est un travail de plaidoyer, c'est un travail de dialogue que nous menons au niveau diplomatique. Et aujourd'hui, vous êtes mieux entendu qu'hier? Absolument, absolument. Si je compare la situation de septembre 2017 à la situation de novembre 2020, on est beaucoup mieux entendu, on a une bien meilleure relation. Et il y a beaucoup plus de résultats sur le terrain? Oui, je pense que oui. Les choses ont changé? Je pense que les choses évoluent. Je vais vous donner l'exemple de cette entreprise canadienne qui a décidé d'investir. Je suis persuadé qu'elle n'aurait pas fait ce choix il y a quelques années. First Quantum, qui était une entreprise canadienne phare, qui est partie pour toutes les raisons que vous évoquez. Vu ce qui se passe aujourd'hui et que vous avez décrit, serait prête à revenir? Bon, il faudrait voir avec First Quantum, mais je pense que c'est une question plus générale que simplement une entreprise. Je pense qu'il y a beaucoup d'entreprises canadiennes qui sont intéressées à venir au Congo, mais elles ont été un peu réticentes ces dernières années compte tenu de la situation politique et la situation sur l'environnement des affaires. Et l'ambassadeur du Canada et le gouvernement canadien ne les y a pas plus incités? Si, comme je vous dis, quand je suis allé au Canada, j'ai rencontré des leaders de la communauté d'affaires. J'en ai convaincu certains de revenir au Congo, pas nécessairement à First Quantum, mais d'autres entreprises de venir s'installer. Et vous leur dites quoi? Ça ne va pas, mais venez. Non, je leur dis, il y a une volonté politique pour le changement qui est très clairement démontrée par le président Tshisekedi. Il y a des mesures qui sont prises qui font avancer la discussion sur des enjeux comme la lutte contre la corruption. Donc, ça veut dire que l'environnement est en train de se changer. Des investisseurs d'autres pays sont présents, viennent au Congo. Donc, il faut que les Canadiens aussi puissent être davantage présents pour contribuer au développement économique de la RDC, et ça contribue aussi au développement économique du Canada. On va reparler de votre diplomatie politique. Parlons francophonie. En quoi vous avez été à la tête de la francophonie en République démocratique du Congo? Qu'est-ce que la RDC gagne à y rester? Quand on compare par exemple avec... quand on voit surtout que la gouverneure générale du Canada a cédé son siège à un pays qui en était sorti. Oui, effectivement, j'ai été président du groupe des ambassadeurs francophones de février 2019 à septembre 2020. Et le groupe des ambassadeurs francophones, c'est 22 ambassadeurs accrédités et résidents des pays membres de la francophonie qui sont donc résidents à Kinshasa. Et c'est une action qui est intéressante parce qu'elle combine, si vous voulez, la coopération sud-sud et la coopération nord-sud. Et donc, elle amène une autre dimension à la coopération. Et je vais vous donner un exemple très concret de ce qu'on a fait ensemble, dont je suis très fier ces derniers mois. C'est une campagne de mobilisation des jeunes francophones congolais dans la lutte contre la COVID-19. C'est une campagne qui a eu lieu par la création de pièces numériques, de clips en ligne qui ont été diffusés sur les réseaux sociaux et qui ont été vus plus de 800 000 fois. Donc, il y a eu vraiment un engouement de la part des jeunes dans cette campagne et ça a contribué à disséminer de manière très sensible les messages pour la prévention contre la COVID-19, les mesures, les gestes barrières, la prévention. Donc, c'est un exemple concret de ce que les ambassadeurs francophones, ensemble, ont pu apporter pour les jeunes Congolais et aussi pour la lutte contre la COVID-19. Et au niveau plus général, la francophonie, c'est une organisation très politique. C'est une organisation qui apporte des appuis dans plusieurs domaines, dans le domaine de l'éducation, dans le domaine des droits de la personne, dans le domaine de la gouvernance démocratique, dans le domaine de la promotion de la langue française aussi. Et c'est une organisation qui a toute sa place actuellement. Donc, effectivement, la gouverneure générale du Canada n'a pas été reconduite pour un deuxième mandat lors du dernier sommet de la francophonie à Erevan. Au bénéfice de... Et c'est donc l'ancienne ministre des Affaires étrangères du Rwanda, Louise Mushikiwabo, qui a été élue secrétaire générale. Pays qui est passé du français à l'anglais.
Oui, qui peut-être maintenant passe de l'anglais au français. Donc, les choses ne sont pas linéaires. Les choses sont dynamiques. Je pense qu'il y a quand même beaucoup d'intérêt pour le Rwanda actuellement, pour le français et la communauté francophone. Hier, le président du Rwanda ne cachait pas son amour pour l'anglais, son désamour pour le français. Tous ces progrès et le fait qu'il soit devenu aujourd'hui plus fréquentable n'est-il pas dû au fait aussi que ce régime linguistique a été changé, que la manière de penser a été changée, que ses partenaires principaux, où l'on fait plus de business que de coopération politique, a été le sien? Est-ce que la francophonie ne devrait pas soit changer, soit s'effacer au profit d'autres coopérations un peu plus pratiques pour le développement des pays? Bon, je pense que la coopération francophone souvent est méconnue. On parle souvent des sommets, des réunions de chefs d'État, mais on parle très peu de la coopération sur le terrain. Et comme je le disais, je vais vous donner un exemple qui est très intéressant en RDC de ce que fait la francophonie dans le domaine de l'éducation. Elle travaille à enseigner, à fournir les outils et les formations pour les instituteurs, pour l'éducation dans les langues nationales et en français. Et ça permet aux élèves d'apprendre à l'école les langues nationales africaines et en même temps, progressivement, l'introduction du français. Et ça renforce les compétences des élèves. Donc, ça agit directement sur la qualité de l'éducation. Donc, ça, c'est un exemple que je trouve extrêmement intéressant, qui est porté par l'Institut francophone pour l'éducation et la formation, l'IFEF, qui est basé à Dakar, mais qui est aussi porté par des coopérations bilatérales qui agissent ensuite en symbiose avec la coopération multilatérale francophone. Donc, il y a des résultats comme ça, très concrets sur le terrain, mais souvent on n'en parle pas. On reste à des niveaux très politiques et on ne descend pas sur l'action du terrain de la francophonie, notamment ici en RDC. On parle plus du plan mondial via Madame Albright, la fille Tout à fait. de l'ancienne secrétaire générale, secrétaire d'État américaine, qui a, elle, fourni tous les cahiers et manuels scolaires aux enfants de la RDC, ce que la francophonie n'a pas fait auparavant. Mais c'est un partenaire, hein, Mme Albright et la francophonie travaillent ensemble sur ces questions. 3 ans après, vous partez. Je sais pas comment je vais dire ça. La remarque qui vous a été faite le plus souvent, et vous le reconnaissiez il y a quelque temps lors d'une précédente émission, c'est que on vous accuse beaucoup d'ingérence. On vous a beaucoup accusé d'ingérence. Qu'est-ce que vous leur répondez? Bon, je pense que c'est une question qui évidemment vient de certains politiciens, elle n'est pas posée par tout le monde. Le Canada, comme je l'ai dit tout à l'heure, est ici en appui aux initiatives congolaises. On n'a pas un agenda canadien en RDC. On est ici pour faire la promotion des valeurs internationales, des valeurs des droits de l'homme, l'égalité des genres. Et je pense que c'est peut-être... c'est mon impression, hein, mais je veux vous livrer mon impression à quelques jours de mon départ. J'ai l'impression que certaines personnes dans la sphère politique confondent la souveraineté nationale et leur intérêt particulier. Et donc, quand on parle d'ingérence, j'ai plutôt l'impression que c'est une crainte par rapport à leur propre situation personnelle que par rapport à la souveraineté du pays. Je donnais l'exemple de la corruption dont on a parlé la dernière fois. Si quelqu'un n'a rien à se reprocher, je ne vois pas pourquoi le fait d'entendre parler de corruption les mettrait mal à l'aise. Si on parle de lutte contre la corruption, c'est pour le bienfait de la population, c'est pour faire en sorte qu'il y ait des services qui soient livrés à la population. On avait parlé du secteur de la santé, de la lutte contre Ebola. Si les fonds qui sont destinés à Ebola, finalement, sont utilisés à d'autres fins, ben, ça veut dire que, finalement, c'est des services qui ne sont pas rendus à la population. Et c'est dans l'intérêt des Congolaises et des Congolais qu'on avance sur la question de la lutte contre la corruption. Et c'est aussi le souhait très clairement affiché du président Tshisekedi, on est là pour l'appuyer. Donc, moi, quand on me parle d'ingérence, j'ai l'impression qu'on confond deux choses. On confond l'espace public, la chose publique, et les intérêts privés
de gens qui sont engagés sur la scène politique. L'ambassadeur Châtaignier disait ici, là où vous êtes assis, la semaine dernière, qu'il ne fait qu'appliquer l'article 3, alinéa D de la Convention de Vienne de 1961, qui régit les relations entre les États. Mais certains vous accusent, vous, ambassadeur, d'aller trop loin. À une question que je lui posais au cours de l'émission où vous étiez aussi présent, l'ambassadeur des États-Unis disait « Si nous allons si loin, c'est parce que le président Tshisekedi nous le demande ». Vous dites aussi la même chose ? Bon, l'ambassadeur américain a ses propres positions et je suis l'ambassadeur du Canada, donc j'ai d'autres positions. Je pense que pour nous, comme je l'ai dit, ce qu'on souhaite, c'est qu'il y ait des résultats pour la population. La population, aux dernières élections, a voté pour un changement, a voté pour des résultats dans les secteurs sociaux, dans l'économie, pour des emplois, pour mettre fin à la pauvreté. Et donc, elle s'attend à ce que les choses changent. Et nous, on est là en accompagnement de cette volonté de changement. Ma position personnelle, la position du gouvernement du Canada depuis les élections, a toujours été cohérente. J'ai toujours dit, il y a une volonté de changement et on est là pour accompagner ce changement. S'il n'a pas lieu, il faut trouver des manières pour avancer. S'il n'avait pas eu lieu, qu'aurait été la réaction du Canada ? Si le changement n'avait pas eu lieu, bon, on aurait été un peu en retrait comme on l'était avant les dernières élections. On aurait été un peu plus distant, moins engagé, moins présent. Peut-être que notre aide au développement ne serait pas au même niveau non plus. Ceux qui citent l'ingérence citent les réactions des ambassadeurs des États-Unis, du Canada, de l'Union européenne, en Guinée-Conakry, au Congo-Brazzaville, au Rwanda. Pays des troisième mandat où rien ni personne n'a levé le mot. En général, dans les cas, quand il y a des irrégularités ou quand il y a des choses qui ne sont pas propres, qui ne respectent pas la constitution même du pays, nous allons toujours faire des déclarations dans tous ces pays. Donc, on est assez cohérent, si vous voulez, sur notre réponse internationale. Et pour nous, les questions de démocratisation, d'état de droit, de réforme, est fondamentale et c'est au cœur de notre politique étrangère. Est-ce qu'il y a des pays qui sont plus importants, que l'on suit plus, où l'on s'ingère plus ? Est-ce que la République démocratique du Congo fait partie de ces pays ? Bon, déjà, je dirais qu'on ne s'ingère pas, mais bon, c'est vous qui dites qu'on s'ingère. Non, mais vu même de la Convention de Vienne, cela ressemble à de l'ingérence, puisqu'il n'est pas, notamment sur certains points, comme cela a souvent été le cas, autorisé aux ambassadeurs de sortir des communiqués qui s'apparentent à des déclarations politiques qui touchent à la vie de l'État où ils sont accrédités. En général, on n'a jamais parlé dans ces déclarations de questions qui étaient purement d'ordre institutionnel ou interne à la RDC. Comme je l'ai dit, c'était toujours des déclarations qui étaient en appui à la volonté de changement que nous voyons en cours et que nous voulons encourager pour le bien-être des Congolaises et des Congolais. Monsieur Nicolas Simard, vous partez avec quelques mots de Lingala en bouche ? Oui, absolument. Mbotenayo, Sangoboni... Nazali Malamo et Bongoyo. Et votre départ, dites-nous le meilleur et le mauvais souvenir, on va se quitter là-dessus. On commence par le meilleur ou le pire? Mauvais souvenir. Le mauvais souvenir. On termine bien cette émission. Très bien. Alors, un des pires souvenirs que j'ai, c'était au moment de la crise de la COVID-19 et nous devions évacuer des citoyens canadiens pour les accompagner vers un retour au Canada. Parce qu'à l'époque, on ne savait pas comment la pandémie allait évoluer, on ne savait pas s'ils allaient pouvoir être pris en charge ici dans les centres de santé. Et je me rappelle d'un matin où nous avions déjà un avion qui était en route de Dakar vers Kinshasa pour récupérer 85 citoyens canadiens. Et il était en vol et on n'avait pas encore l'autorisation d'atterrir. On était en train d'obtenir l'autorisation d'entrer sur le territoire congolais. Donc, je peux vous dire que ce matin-là, je crois que je l'ai obtenu à 7h et le vol arrivait vers 13h. Cette nuit-là, j'ai très, très mal dormi et ce matin-là, j'étais un peu anxieux. Mais finalement, avec l'aide des autorités, ça s'est très bien passé et les citoyens ont pu rentrer. Donc, c'était un moment de tension comme ambassadeur parce qu'on a la responsabilité à ce moment-là des citoyens qui doivent rentrer dans notre pays
pays. Et c'était un moment assez difficile. C'est pas si mauvais comme mauvais souvenir. Le bon souvenir, votre meilleur souvenir, quel est-il? Alors, un meilleur souvenir, c'est peut-être un peu plus personnel, mais tout récemment, quand j'étais dans mon dernier voyage dans l'est de la RDC, j'ai gravi le volcan Nyiragongo, qui est un des volcans les plus actifs au monde. Et c'était une expédition formidable où on est allé jusqu'au sommet. On a vu le plus grand lac de lave au monde qui est donc en activité au Nyiragongo. Et j'ai vu la beauté du pays et c'était une expérience formidable dont je vais garder le meilleur souvenir pour toujours. Monsieur l'ambassadeur, merci. Après l'Afrique, on reste en Afrique ou après l'Afrique, on se rapproche du continent mère? Alors, je ne peux pas vous dire trop d'informations pour l'instant parce que les annonces seront faites prochainement. Ça sera communiqué, ma prochaine affectation sera communiquée prochainement. Mais je peux vous dire que je reste sur le continent africain au moins jusqu'à l'été prochain. Et sur le continent africain, vous resterez toujours ou ce n'était qu'une mission qui se termine après 3 ans de bons et mauvais souvenirs? Bon, surtout des bons souvenirs. Hein. J'ai parlé d'un mauvais souvenir. Mais oui, non, une carrière diplomatique, ça nous amène sur plusieurs continents. J'ai déjà été en Asie, en Europe, en Afrique. J'espère bien, alors je vais continuer en Afrique pour quelques mois. J'espère bien pouvoir y revenir. Je suis très attaché aux Congolaises, aux Congolais bien sûr, mais aussi à plusieurs peuples africains. Et donc, j'espère pouvoir continuer comme diplomate canadien mon travail pour renforcer les relations entre les Canadiens, les pays africains. Juste, puisque vous n'êtes pas encore parti, avant que vous partiez, consultation pour le moment il y a. Quel serait votre conseil à ceux qui y participent? Quel serait votre conseil au président de la République? Bon, évidemment, là, c'est un sujet vraiment qui est en cours. Hein, donc, le président a lancé ses consultations. Moi, j'espère que la classe politique congolaise saura trouver les moyens de sortir par le haut de cette consultation et de faire en sorte que les intérêts de la population soient respectés, que l'agenda de changement dont on parlait tout à l'heure puisse avancer dans l'intérêt de tous les Congolaises et des Congolais. Et on verra un peu quelle sera l'issue de ces consultations et on pourra regarder comment ça évolue, mais je souhaite vraiment que ça permette davantage de stabilité, davantage de prospérité, davantage de croissance économique pour la RDC et la population congolaise qui en a bien besoin. La marge de manœuvre du président est très étroite. Vous pensez qu'il pourra, sans majorité à l'Assemblée nationale, faire plus, apparemment pour le moment, sans son partenaire FCC? Bon, c'est difficile à dire. Les consultations sont en cours. On ne sait pas exactement quand elles vont se terminer. Il faudra juger à la fin des consultations si le président aura réussi son objectif. Coopération économique et politique, aide humanitaire, mais aussi diplomatique et ingérence. En pleine consultation présidentielle, je reçois Nicolas Simard, ambassadeur du Canada en République démocratique du Congo. Face à face spécial, ce mardi 10 novembre, après la grande édition du journal de 19h.